Tu n'es pas de la famille, a dit mon frère. Nos parents ont hoché la tête. J'ai silencieusement laissé tomber un acte de propriété de 430 000 $. Cette maison? Elle est légalement à moi. Vous avez 24 heures. Je m'appelle Méline, j'ai 34 ans, et jusqu'à l'année dernière, je pensais tout savoir sur ma famille. En tant qu'agente immobilière prospère, je comprenais la valeur de la maison de 430 000 $ que mes parents m'avaient laissée. Quand mon frère Robert a traversé une mauvaise passe, laisser sa famille emménager m'a semblé naturel. Je n'aurais jamais imaginé l'entendre prononcer ces mots dévastateurs. De toute façon, elle ne fait pas vraiment partie de la famille puisqu'elle a été adoptée. Cette nuit-là a tout changé. Je suis entré avec l'acte de propriété, je l'ai laissé tomber sur la table et je leur ai dit qu'ils avaient 30 jours pour partir. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez, et appuyez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà dû vous défendre contre la trahison d'un membre de votre famille. En grandissant dans notre quartier de Portland, je n'ai jamais remis en question ma place dans la famille. Notre maison était modeste mais confortable. Une maison de style craftsman à 2 étages avec un porche enveloppant où maman servait de la limonade les après-midi d'été. Papa, avec sa passion pour la rénovation, soulignait constamment des détails sur la valeur de la propriété et son entretien. Méline, disait-il en examinant les moulures ou les parquets. Comprends ce qui rend une maison précieuse et tu ne feras jamais un mauvais investissement. Ces leçons sont restées gravées en moi, me guidant finalement vers ma carrière dans l'immobilier. Robert avait 5 ans de plus que moi, et notre relation a été compliquée dès le début. Tandis que j'économisais mon argent de poche et travaillais l'été, Robert dépensait l'argent aussi vite qu'il le recevait. Sa première entreprise, un service de nettoyage de voitures, a fait faillite en 6 mois parce qu'il piochait constamment dans le compte de l'entreprise pour ses dépenses personnelles. À 23 ans, il avait plafonné 3 cartes de crédit et demandait à nos parents des prêts qu'il n'a jamais remboursés. Malgré nos approches différentes de l'argent, nous avons maintenu une relation cordiale pendant notre vingtaine. Je me suis concentré sur la construction de ma carrière, travaillant 60 heures par semaine pour m'établir sur le marché immobilier concurrentiel de Portland. Ma détermination a payé lorsque l'on m'a offert un poste de direction dans une agence prestigieuse à Seattle. La décision de déménager n'a pas été facile, mais à 28 ans, je savais que cette opportunité ne se présenterait peut-être plus. Je suis si fier de toi, a dit maman quand je lui ai parlé de l'offre d'emploi. Ton père et moi avons toujours su que tu étais destiné au succès. Papa a hoché la tête en signe d'accord, bien que j'ai remarqué une lueur de tristesse dans ses yeux à l'idée que je déménage à 200 miles de là. Après avoir déménagé à Seattle, je me suis fait un devoir de retourner à Portland au moins 2 fois par mois. Au cours de ces visites, j'ai remarqué des changements subtils chez mes parents qui m'inquiétaient. Papa, autrefois robuste et énergique, se déplaçait plus lentement, faisant des pauses lorsqu'il travaillait dans le jardin qu'il aimait tant. Maman, toujours le papillon social du quartier, semblait de plus en plus concentrée sur les besoins de papa, déclinant les invitations d'amis pour rester à la maison avec lui. Lors d'une visite, maman m'a prise à part dans la cuisine pendant que papa faisait la sieste dans son fauteuil. Ton père ne l'admettra pas. Mais son cœur n'est plus ce qu'il était, m'a-t-elle confié, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Le médecin veut qu'il se ménage, mais tu sais à quel point il est têtu. Robert vivait à seulement 15 minutes de nos parents avec sa femme, Tina, et leurs 2 enfants, Ashley et Jackson. Malgré cette proximité, ces visites étaient rares et coïncidaient généralement avec un besoin d'aide financière. Robert vient de passer, me disait maman lors de nos appels téléphoniques, une note de gaieté forcée dans la voix. Il a du mal avec l'hypothèque ce mois-ci, mais les choses vont bientôt s'arranger. Quand la santé de papa s'est sérieusement détériorée, je n'ai pas hésité à prendre un congé de mon travail. Ma patronne, Jessica, a été compréhensive. La famille avant tout, Méline. Prends tout le temps dont tu as besoin. J'ai loué un appartement meublé près de la maison de mes parents et j'ai passé mes journées à aider maman à prendre soin de papa, à le conduire à ses rendez-vous médicaux et à gérer ses médicaments. Pendant ces 3 mois, Robert est venu exactement 4 fois. Chaque visite durait moins d'1 heure, et il repartait toujours avec de l'argent, prétextant des dépenses imprévues pour les enfants ou des réparations à la maison. Ton frère a sa propre famille dont il doit s'occuper, a dit papa après une de ses visites. Mais j'ai entendu la déception dans sa voix. Papa est décédé paisiblement un mardi matin pluvieux d'octobre. Je lui tenais la main pendant que maman lui caressait les cheveux, lui disant qu'il pouvait lâcher prise.
Robert est arrivé à l'hôpital 30 minutes après que je l'ai appelé pour lui dire que papa était parti. Il a pleuré sincèrement, et pendant un instant, j'ai revu le frère que je connaissais dans mon enfance, vulnérable et humain sous son extérieur insouciant. Les semaines qui ont suivi les funérailles de papa ont été un tourbillon de paperasse, d'appels téléphoniques et de soutien à maman à travers les vagues de deuil. J'ai prolongé mon congé, incapable d'imaginer retourner à Seattle alors que maman était si fragile. Elle restait assise pendant des heures dans le fauteuil de papa, tenant son cardigan contre son visage pour respirer son odeur qui s'estompait. « Tu devrais retourner à ta vie », a-t-elle insisté après un mois de ma présence. Je me débrouillerai seul, mais le regard vide dans ses yeux racontait une autre histoire. Les visites de Robert ont brièvement augmenté après la mort de papa, mais sont rapidement revenues à leur rythme habituel. Il amenait les enfants de temps en temps, ce qui égayait la journée de maman, mais ces visites se terminaient inévitablement par des conversations à voix basse dans la cuisine sur sa dernière crise financière. Une fois, j'ai entendu maman dire, « C'est tout ce qu'il reste de la pension de ce mois-ci, Robert. J'ai besoin du reste pour les factures. » L'affaissement de ses épaules alors qu'il partait m'a fendu le cœur. J'ai essayé de parler à Robert de ses demandes constantes d'argent. « Maman ne peut pas continuer à te soutenir », lui ai-je dit lors d'un appel téléphonique. Elle a un revenu fixe maintenant. « Tu ne comprends pas ce que c'est que d'avoir des enfants et une hypothèque », a-t-il rétorqué. Nous ne pouvons pas tous avoir de belles carrières à Seattle. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. L'appel s'est terminé par sa promesse de faire mieux, une promesse que j'avais entendue de nombreuses fois auparavant. Alors que l'hiver s'installait sur Portland, la santé de maman a commencé à décliner. Elle a perdu du poids, oublié des rendez-vous et semblait parfois confuse pour des tâches simples. Le médecin a mentionné la dépression et le fardeau physique du deuil, lui prescrivant des médicaments et suggérant une thérapie. J'ai assisté aux premières séances avec elle, la regardant lutter pour articuler le vide qu'elle ressentait sans papa. Mes visites bimensuelles sont devenues hebdomadaires, puis permanentes, car j'ai demandé à travailler à distance indéfiniment. Jessica a été moins accommodante cette fois. Méline, je compatis à ta situation, mais nous avons besoin de toi ici pour les réunions avec les clients. Nous avons trouvé un compromis, 3 jours de télétravail, 2 jours au bureau, ce qui signifiait des trajets épuisants, mais me permettait de conserver mon poste tout en soutenant maman. Pendant tout ce temps, mon ressentiment envers Robert grandissait. Il savait que maman avait des difficultés, mais continuait à la surcharger de ses problèmes au lieu de lui offrir son soutien. Au cours d'une semaine particulièrement difficile où maman avait une bronchite, j'ai appelé Robert pour lui demander d'aller chercher ses médicaments. « Je ne peux pas aujourd'hui », a-t-il dit, le son d'une émission sportive clairement audible en arrière-plan. J'ai promis aux enfants d'aller voir leur entraînement de foot. Maman a besoin de ses médicaments, Robert. Elle a du mal à respirer. Un des voisins ne peut pas aider. Madame Wilson propose toujours. J'ai fini par traverser les embouteillages de Seattle pour livrer moi-même les médicaments, arrivant pour trouver maman fiévreuse et seule. Cette nuit-là, après l'avoir installée, j'ai pleuré d'épuisement et de frustration, me demandant comment Robert pouvait être si détaché de la femme qu'il avait toujours soutenue. 6 mois après le décès de papa, la santé de maman s'est rapidement détériorée. Ce qui avait commencé par des oublis occasionnels a progressé vers des pertes de mémoire inquiétantes et une faiblesse physique. Une série de tests a révélé le diagnostic dévastateur, un cancer du pancréas avancé qui s'était déjà propagé au foie. L'oncologue a parlé doucement de soins de confort et de profiter au maximum du temps qui lui restait. J'ai immédiatement pris un long congé de mon travail, cette fois sans date de retour spécifiée. Jessica a été sympathique mais professionnelle. Je vais devoir pourvoir ton poste temporairement, Méline. Nous discuterons de ton avenir avec l'entreprise quand tu seras prête à revenir. Le message implicite était clair. Mon travail ne m'attendrait peut-être pas, mais à ce moment-là, c'était le cadet de mes soucis. Maman a décliné rapidement au cours des semaines suivantes. J'ai transformé la salle à manger en chambre pour qu'elle n'ait pas à monter les escaliers, et des infirmières de soins palliatifs venaient quotidiennement pour gérer sa douleur. Les visites de Robert ont légèrement augmenté pendant cette période, mais elles sont restées brèves et se terminaient souvent par une demande d'argent à voix basse près de la porte d'entrée. Frais de scolarité pour Ashley, a-t-il expliqué un après-midi. Et Jackson a besoin d'un appareil dentaire. L'assurance ne couvre qu'une partie. Je lui ai fait un chèque sans discuter, ne voulant pas créer de tension que maman pourrait sentir.
Elle semblait toujours plus alerte quand Robert était là, souriant à la mention de ses petits-enfants et posant des questions sur leurs activités qu'elle répétait parfois quelques minutes plus tard. Au cours de sa dernière semaine, maman a eu une journée de lucidité surprenante. Elle a demandé à s'asseoir sur le porche, emmitouflée dans des couvertures malgré la chaleur printanière. « Je dois te parler du testament », a-t-elle dit alors que nous regardions les oiseaux à la mangeoire que papa avait construite des années auparavant. « Maman, nous n'avons pas besoin de discuter de ça maintenant, ai-je dit, prenant sa main fine. « Si, nous le devons. » Sa voix était plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Ton père et moi avons pris nos décisions avec soin. La maison et la plupart de nos économies te reviendront. » J'ai commencé à protester, mais elle a continué. Robert recevra 20 000 $. Nous savons que cela ne semble pas équitable, mais tu as prouvé que tu étais responsable. Robert, elle a fait une pause, cherchant les mots justes, Robert doit apprendre des leçons difficiles que nous ne serons plus là pour lui enseigner. Je comprends, ai-je dit, bien que j'anticipais déjà la réaction de Robert. Maman m'a serré la main. Nous te faisons confiance pour faire ce qui est juste. Méline, tu l'as toujours fait. Elle est décédée paisiblement 3 jours plus tard, à mes côtés. Robert, coincé dans les embouteillages, est arrivé 15 minutes trop tard pour lui dire au revoir. Son chagrin sincère aux funérailles a temporairement comblé le fossé entre nous et, pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que nous étions vraiment frères et sœurs, unis dans notre perte, à défaut d'autre chose. La lecture du testament a eu lieu dans le bureau de l'avocat de longue date de mes parents, Monsieur Phillips. Comme maman l'avait indiqué, la maison et la majeure partie de leurs biens me revenaient, tandis que Robert recevait 20 000 $. Monsieur Phillips a expliqué que mes parents avaient mis à jour leur testament 2 ans plus tôt, après que Robert leur eut emprunté 30 000 $ pour lancer une autre entreprise qui a rapidement échoué. Le visage de Robert est resté impassible pendant la lecture, mais j'ai remarqué que ses jointures blanchissaient alors qu'il agrippait les accoudoirs de sa chaise. Quand Monsieur Phillips a terminé, Robert s'est levé brusquement. « J'ai besoin de digérer ça », a-t-il dit, et il est parti sans me regarder. Plus tard dans la soirée, il a appelé. Sa voix était contrôlée, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. « Tina et moi avons du mal à payer le loyer », a-t-il dit sans préambule. Le propriétaire l'a encore augmenté et avec les dépenses des enfants. J'ai pris une profonde inspiration. « Robert, que me demandes-tu ? La maison est vide maintenant. Il serait logique que nous emménagions, au moins temporairement. Ça nous donnerait le temps d'économiser pour un acompte sur notre propre maison. » La demande n'était pas entièrement inattendue. J'avais envisagé de vendre la maison, mais je n'étais pas émotionnellement prête à commencer le processus. Temporaire, comment, ai-je demandé. 6 mois, peut-être 1 an au plus, juste le temps de nous remettre sur pied. Après avoir réfléchi quelques jours, j'ai accepté un arrangement de 6 mois. Robert et sa famille emménageraient dans la maison, contribueraient aux charges et à l'entretien, et utiliseraient ce temps pour stabiliser leurs finances et trouver un logement permanent. Je retournerai à Seattle et à mon travail, venant périodiquement pour vérifier la propriété. « Tu nous sauves la vie, a dit Robert quand je lui ai tendu les clés, utilisant mon surnom d'enfance pour la première fois depuis des années. Les enfants sont si excités d'avoir de vraies chambres au lieu de partager une pièce dans notre appartement. Tina m'a serré maladroitement dans ses bras. Nous ne pourrons jamais assez te remercier. Cela signifie tout pour nous. Je les ai aidés à emménager le week-end suivant, regardant Ashley et Jackson explorer la maison avec excitation. Les 2 enfants ressemblaient à Robert avec ses yeux noisettes et son sourire rapide. Ashley, à 14 ans, montrait déjà la détermination têtue qui caractérisait notre famille. Jackson, 12 ans, était plus calme, avec une nature réfléchie qui me rappelait papa. Nous prendrons bien soin de la maison, a promis Tina alors que nous portions des cartons de leur camion de location. C'est une si belle maison. N'oubliez pas que c'est temporaire, leur ai-je rappelé doucement. Je vendrai probablement la maison l'année prochaine. Bien sûr, a acquiescé Robert sans hésiter. D'ici là, nous aurons économisé assez pour notre propre maison. Les 20 000 $ du testament plus ce que nous économiserons sur le loyer devraient nous donner un acompte décent. Je suis retourné à Seattle le lendemain, me sentant à la fois soulagé et inquiète. Une partie de moi était contente que la maison ne reste pas vide, vulnérable au cambriolage ou à la détérioration par négligence. Une autre partie s'inquiétait de la confier à Robert,
dont le bilan en matière de responsabilité était au mieux inégal. Mon retour au travail s'est mieux passé que prévu. Jessica avait transféré certains de mes clients à d'autres agents, mais avait gardé les plus précieux dans mon portefeuille. Nous sommes heureux de t'avoir de retour à plein temps, a-t-elle dit lors de notre première réunion. Prends quelques semaines pour te remettre à niveau, puis nous parlerons d'élargir à nouveau ta clientèle. Je me suis plongé dans le travail, reconnaissante de cette distraction face au deuil et aux émotions compliquées entourant l'arrangement avec Robert. Nous nous parlions chaque semaine par téléphone, de brèves conversations où il m'assurait que tout allait bien avec la maison. Je descendais une fois par mois pour vérifier, trouvant l'endroit raisonnablement bien entretenu lors de ses premières visites. Tu vois, nous prenons bien soin de ton investissement, a dit Robert lors de ma deuxième visite, en désignant le salon. Il y avait des jouets éparpillés et de nouveaux meubles que je ne reconnaissais pas, mais rien d'inquiétant. Notre investissement, les jeux corrigés. Cette maison compte autant pour toi que pour moi. Il a hoché la tête, mais quelque chose dans son expression m'a mise mal à l'aise. C'est ça, la famille, la maison, et tout ça. Tina était toujours gracieuse lors de ses visites, offrant du café et me tenant au courant des activités des enfants. Ashley est au tableau d'honneur, a-t-elle annoncé fièrement lors d'une visite, et Jackson a rejoint le club de sciences. Ils s'épanouissent vraiment ici. J'étais sincèrement heureuse pour eux. Malgré ma relation compliquée avec Robert, je voulais le meilleur pour ses enfants. C'est merveilleux, ai-je dit. Maman et papa seraient si fiers. Alors que je me préparais à partir ce jour-là, Robert a mentionné nonchalamment, au fait, nous sommes un peu à court pour la contribution aux charges ce mois-ci. Jackson avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école. Je rattraperai le mois prochain. J'ai hoché la tête, sans surprise, mais déçu. Tiens juste le compte de ce que tu dois, d'accord ? Absolument, a-t-il promis en me raccompagnant à ma voiture. Nous sommes si reconnaissants pour cette opportunité, m'a dit. Ça nous aide vraiment à redresser la barre. Je suis retourné à Seattle en voulant le croire, espérant que cet arrangement pourrait non seulement offrir de la stabilité à sa famille, mais peut-être aussi réparer notre relation fracturée. 3 mois après le début de notre arrangement, les premiers vrais signes de problème ont commencé à apparaître. Mes visites mensuelles ont révélé des changements subtils mais inquiétants à la propriété. La pelouse autrefois impeccable que papa entretenait avec tant de fierté était maintenant inégale et envahie par les mauvaises herbes par endroits. À l'intérieur, j'ai remarqué des taches sur la moquette qui n'étaient pas là auparavant, des marques de frottement sur les murs et un sentiment général de désordre qui allait au-delà de la vie de famille normale. Désolé pour le désordre, a dit Tina lors d'une visite, ramassant à la hâte des jouets sur le sol du salon. Les enfants ont été très actifs avec les vacances d'été. J'ai hoché la tête, essayant d'être compréhensive. Ce n'est pas grave. Comment avancent les réparations du robinet de la salle de bain qui fuit que j'ai mentionné la dernière fois ? Robert a levé les yeux de son téléphone. Oh, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. J'ai pris des heures supplémentaires au travail. Ce qui me dérangeait le plus n'était pas l'état physique de la maison, mais la prise de conscience que Robert n'avait rien contribué aux charges ou à l'entretien malgré notre accord. Quand j'en parlais, il avait toujours une excuse prête. Jackson a eu une urgence médicale, a-t-il expliqué lors de ma visite de juillet. Il a dû avoir des points de suture après être tombé de son vélo. La facture de l'hôpital nous a ruinés ce mois-ci. Je voulais être compatissante, surtout en ce qui concerne les besoins des enfants, mais ces urgences semblaient suspicieusement fréquentes. Robert, je comprends que des imprévus arrivent, mais nous avions un accord. Je couvre les impôts fonciers et l'assurance, mais tu as promis de t'occuper des charges et des petites réparations. Et je le ferai, a-t-il insisté, l'air blessé par mon manque de confiance. Les temps sont durs en ce moment. Tu ne sais pas ce que c'est d'essayer de subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes avec mon salaire. J'ai ravalé la réplique qu'il n'aurait pas dû accepter des conditions qu'il ne pouvait pas respecter. À la place, j'ai dit, j'essaie d'être flexible, mais j'ai besoin de voir un effort de ta part. Son expression s'est légèrement durcie. C'est ça, parce que tout a toujours été si facile pour toi. Lors de ma visite d'août, j'ai été troublé de constater que toutes les photos de famille du salon avaient été enlevées, remplacées par des œuvres d'art génériques et des photos de la famille de Robert. Quand j'ai demandé où étaient les photos manquantes, Tina a répondu nonchalamment. Oh, nous les avons rangées pour faire de la place pour nos affaires. Elles sont en sécurité dans des boîtes au grenier.
cet après-midi-là, j'ai grimpé les escaliers étroits menant au grenier et j'ai trouvé les photos de famille entassées négligemment dans des boîtes en carton, certains cadres fissurés par une manipulation brutale. Parmi elles se trouvait ma photo préférée de maman et papa pour leur 30e anniversaire de mariage. Le verre était maintenant fissuré comme une toile d'araignée. Je l'ai soigneusement enveloppé dans un vieux t-shirt et l'ai ramené à Seattle avec moi, luttant contre les larmes pendant tout le trajet. Le même mois, j'ai reçu un appel inquiétant de Madame Wilson, notre voisine de longue date. Méline, ma chère, je déteste te déranger, mais il y a eu quelques perturbations à la maison dernièrement. Le week-end dernier, il y a eu une fête qui a duré bien après minuit. Plusieurs voitures étaient garées sur la pelouse, et la musique était si forte qu'elle a déclenché les alarmes des voitures. Une fête, ai-je répété, surprise. Robert n'avait pas mentionné recevoir des invités. Oui, et ce n'est pas la première fois. Je ne dirai rien, mais ta mère serait si contrariée de voir la propriété traitée de cette façon. Je l'ai remercié de m'avoir appelé et j'ai immédiatement téléphoné à Robert, qui a balayé mes inquiétudes. Madame Wilson a toujours été une fouineuse, a-t-il dit. C'était juste quelques amis pour un barbecue. Elle exagère tout. Mes appels et mes textos à Robert étaient de plus en plus ignorés ou recevaient des réponses brèves et évasives des heures plus tard. Quand je parvenais à le joindre, il était sur la défensive et pressé de mettre fin aux conversations. Tina, autrefois chaleureuse et reconnaissante, semblait maintenant agacée par mes vérifications et mes questions. Lors de ma visite de septembre, j'ai été choqué de trouver une nouvelle grande télévision montée sur le mur du salon, des trous percés directement dans les boiseries anciennes que papa avait soigneusement restaurées des années auparavant. Les chambres des enfants avaient été entièrement redécorées avec des couleurs de peinture que je ne reconnaissais pas et des posters fixés au mur avec du ruban adhésif qui écaillait déjà la peinture par endroits. Tu aurais dû me consulter avant de faire des changements permanents à la maison, ai-je dit, luttant pour garder ma voix calme. Robert a levé les yeux au ciel. Ce ne sont que quelques trous de clous, m'a dit. Nous vivons ici, pas dans un musée. Vous vivez ici temporairement, lui ai-je rappelé. Et vous êtes censé économiser pour votre propre maison. Comment pouvez-vous vous permettre de nouvelles télévisions et de nouveaux meubles si vous ne pouvez même pas payer les charges? On a fait une super affaire, a-t-il dit vaguement. Et ma carte de crédit avait une promotion à 0% d'intérêt. Le stress de la situation a commencé à affecter mon travail à Seattle. Je me retrouvais distraite lors des réunions avec les clients, vérifiant constamment mon téléphone pour des nouvelles des voisins ou des réponses de Robert. Jessica a remarqué ma préoccupation lors d'une importante visite de propriété. Méline, tu ne sembles pas dans ton assiette aujourd'hui, a-t-elle dit alors que nous quittions le condo de luxe que nous présentions. Les Anderson posaient des questions que tu aurais dû anticiper. Est-ce que tout va bien? J'ai hésité, puis j'ai admis, j'ai quelques problèmes avec mon frère et la maison de famille à Portland. L'expression de Jessica s'est légèrement adoucie. Les affaires de famille peuvent être compliquées. Peut-être que tu dois résoudre cette situation pour qu'elle cesse d'interférer avec ton travail ici. Nous avons été patients à cause du décès de tes parents, mais l'annonce des Simpsons arrive le mois prochain, et j'ai besoin que tu sois concentré à 100%. Ces paroles, bien que prononcées avec gentillesse, portaient un avertissement clair. Ma carrière, pour laquelle j'avais si durement travaillé, était en péril si je ne parvenais pas à maîtriser la situation avec Robert. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie, Stéphanie, qui connaissait ma famille depuis l'enfance. Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué après lui avoir expliqué la situation. Je veux aider Robert et les enfants, mais il profite de ma bonne volonté. Honnêtement, m'a dit, on dirait qu'il l'a toujours fait, a répondu sèchement Stéphanie. Tes parents ont entretenu son comportement pendant des années, et maintenant il attend la même chose de toi. Mais je ne peux pas simplement les mettre à la porte. Où irait-il? Au même endroit où il serait si tes parents ne t'avaient pas laissé la maison. Robert est un adulte avec des responsabilités. Il est peut-être temps qu'il y fasse face. Ces paroles me sont restées en tête alors que je préparais une autre visite. Cette fois, sans prévenir. J'avais besoin de voir ce qui se passait quand Robert n'avait pas le temps de se préparer à mon arrivée. Le nœud d'anxiété grandissant dans mon estomac me disait que les choses étaient pires que ce que je voulais bien croire. J'ai décidé de descendre un vendredi soir, sachant par les publications sur les réseaux sociaux que Robert et Tina restaient généralement à la maison le vendredi pour économiser de l'argent. En approchant de la rue familière, le son de la musique m'est parvenu avant même que je ne tourne au coin.
Des voitures bordaient les deux côtés de la route et des lumières brillaient à chaque fenêtre de la maison de mes parents. Mon cœur s'est serré alors que je me garais à un pâté de maison et que je marchais vers la maison. Ce n'était clairement pas juste quelques amis pour un barbecue. C'était exactement le genre de fête que Madame Wilson avait décrite, et à en juger par l'apparence, ce n'était pas un incident isolé. La basse de la musique faisait vibrer le plancher alors que j'entrais discrètement par la porte latérale avec ma clé. La cuisine était jonchée de bouteilles de bière vides et de boîtes de pizza, bien loin de l'espace impeccable où maman m'avait appris à faire des biscuits et où papa m'avait montré comment bien assaisonner une poêle en fonte. Un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas se tenait autour de l'îlot de cuisine, préparant des boissons et riant bruyamment. Personne ne m'a remarqué alors que je passais, trop absorbé par leur conversation et leur smartphone. Le salon était encore plus bondé, avec au moins 20 personnes entassées sur les meubles et debout en petits groupes. Une odeur de cigarette flottait dans l'air malgré la règle de maman, non fumeur, de toute une vie, et plusieurs jeux à boire étaient en cours sur la table basse antique de papa, maintenant marquée de cercles et de rayures. J'ai repéré Tina de l'autre côté de la pièce, portant une robe de cocktail que je ne reconnaissais pas et, plus choquant encore, un collier de perles qui avait appartenu à ma mère. C'était censé être un souvenir, quelque chose que maman avait spécifiquement mentionné qu'elle voulait que j'aie. La vue de ce collier autour du cou de Tina m'a noué l'estomac de colère et de trahison. Avant d'affronter qui que ce soit, je me suis retiré dans le calme relatif de la cuisine pour me ressaisir. Je me suis appuyé contre le comptoir, respirant profondément et essayant de décider de la meilleure approche. Robert et Tina profitaient clairement de la situation, mais faire une scène devant tous ces étrangers ne résoudrait rien. Alors que j'étais là, partiellement caché par le réfrigérateur, j'ai entendu des voix familières approcher de la salle à manger. Robert et Tina sont entrés avec un autre couple, tous tenant des verres et parlant fort pour se faire entendre par-dessus la musique. Alors, combien de temps vous restez dans cet endroit, a demandé l'autre homme, en désignant les alentours avec sa bouteille de bière. Robert a ricané. Censément 6 mois, mais on travaille à prolonger ça indéfiniment. Et ta sœur, a demandé la femme. Elle ne veut pas la vendre? Méline? Tina a levé les yeux au ciel. Elle est trop occupée avec sa carrière chic dans l'immobilier à Seattle pour se soucier de cet endroit. Elle ne vient qu'une fois par mois pour nous surveiller comme si nous étions des enfants. Je me suis enfoncé davantage dans l'ombre du réfrigérateur, le cœur battant à tout rompre en écoutant. D'ailleurs, a poursuivi Robert, en baissant légèrement la voix, elle ne fait pas vraiment partie de la famille de toute façon, puisqu'elle a été adoptée. Mes parents ont juste eu pitié d'elle. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Adoptée? Ce n'était pas possible. Personne ne m'avait jamais parlé d'adoption. Pas une seule fois en 34 ans. Vraiment, a dit l'autre femme, se penchant avec intérêt. Elle n'est pas au courant? Non. Robert a ri. Mes parents ne lui ont jamais dit. Ils allaient le faire quand elle aurait 18 ans, mais ont ensuite décidé que ça lui ferait de la peine ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé les papiers quand je cherchais mon acte de naissance il y a des années. Ça explique pourquoi elle ne te ressemble pas du tout, a observé l'homme. Tina a hoché la tête, touchant le collier de perles à son cou. Exactement. Et honnêtement, elle ne devrait même pas posséder cette maison. C'est nous qui avons les vrais petits-enfants des parents de Robert. Ashley et Jackson sont leur véritable héritage, pas Méline. Alors, quel est votre plan, a demandé la femme. Robert a souri, une expression calculatrice que je n'avais jamais vue auparavant. Il faut juste qu'on reste assez longtemps pour établir des droits de résidence. Mon ami Marcus est avocat et il dit que si on peut prouver qu'on a entretenu la propriété et payé les factures, on pourrait avoir un dossier pour contester le testament, surtout qu'elle n'a pas de lien de sang. Malin, a approuvé l'homme. Et ce n'est pas comme si elle avait besoin d'argent avec son travail. Exactement, a convenu Tina. Elle peut s'acheter une autre maison n'importe où. Celle-ci devrait rester dans la vraie famille. Je n'ai pas attendu pour en entendre plus. Me déplaçant silencieusement, je suis repassé par la porte latérale et suis sorti vers ma voiture, les larmes brouillant ma vision. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé les portes et j'ai laissé l'impact total de ce que j'avais entendu m'envahir. Adopté. Le mot résonnait dans mon esprit, remodelant toute ma compréhension de mon identité et de mon histoire familiale. Il n'y avait jamais eu le moindre indice que je n'étais pas l'enfant biologique de mes parents. J'avais le sourire de maman. Tout le monde le disait.
L'amour de papa pour l'architecture et le design semblait être un héritage naturel de ses intérêts. Mais en y repensant, il y avait de petites choses qui prenaient soudainement tout leur sens. L'absence de photos de bébé avant ce qui semblait être environ 6 mois. La façon dont la famille élargie me regardait parfois avec des expressions que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Les commentaires critiques occasionnels de Robert sur le fait d'être le « vrai fils » lorsque nous nous disputions à l'adolescence. J'ai conduit jusqu'à un hôtel voisin dans un état second, je me suis enregistré mécaniquement et je me suis effondré sur le lit. La chambre tournait autour de moi alors que les pièces de ma vie se réarrangeaient dans cette nouvelle réalité. À travers mes larmes, j'ai appelé la seule personne que je savais capable de comprendre l'ampleur de cette révélation. Stéphanie, ai-je suffoqué quand elle a répondu. Savais-tu que j'avais été adopté? Il y a eu une pause, puis un doux « oh » m'a dit. Non, je ne le savais pas avec certitude, mais je m'en doutais. Il y avait des rumeurs quand nous étions enfants. Je n'ai jamais rien dit parce que ça n'avait pas d'importance. Tes parents t'adoraient. Robert le sait, ai-je réussi à dire à travers mes larmes. Il le sait depuis des années et ne me l'a jamais dit. Et maintenant il dit qu'il a plus le droit à la maison parce qu'il est leur enfant biologique et que ses enfants sont leurs vrais petits-enfants. C'est absolument n'importe quoi, a dit fermement Stéphanie. Être adopté ne fait pas de toi moins leur fille. Tes parents t'ont choisi, m'a dit, et ils ont choisi de te laisser la maison. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. La voix stable de Stéphanie m'a aidé à surmonter le choc initial. Au moment de raccrocher, mes larmes s'étaient calmées, remplacées par une douleur sourde et une colère croissante envers Robert. Pas pour la révélation de l'adoption elle-même, mais pour la manière cruelle dont il en avait discuté, utilisant cette information comme une arme pour me délégitimer. J'ai à peine dormi cette nuit-là, mon esprit tourbillonnant de questions. Pourquoi mes parents ne m'avaient-ils rien dit? Y avait-il des dossiers que je pouvais consulter sur mes parents biologiques? Est-ce que cela changeait quelque chose légalement concernant mon héritage? Et sous ces préoccupations pratiques, pulsait la question plus profonde et plus douloureuse. Faisais-je vraiment partie de la famille que j'avais aimée toute ma vie? À l'aube, j'ai regardé le soleil se lever sur la skyline de Portland depuis la fenêtre de mon hôtel, me sentant à la fois perdu et étrangement libéré. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec une certitude absolue. Je ne laisserai pas Robert utiliser mon adoption comme un outil pour prendre ce que mes parents avaient explicitement voulu que j'aie. Le samedi matin, à la première heure, j'ai appelé Monsieur Phillips, l'avocat de mes parents. Bien qu'initialement réticent à discuter de la question un week-end, il a accepté de me rencontrer à son bureau quand je lui ai expliqué l'urgence. Oui, vous avez été adopté, a-t-il confirmé une fois que nous étions assis dans son bureau au mur lambrissé. Vos parents sont venus me voir pour les démarches légales quand vous aviez environ 5 mois. C'était une adoption privée arrangée par une organisation religieuse après que votre mère biologique, une jeune étudiante, ait décidé qu'elle ne pouvait pas subvenir à vos besoins. Et mes parents n'ont jamais prévu de me le dire, ai-je demandé, luttant toujours pour traiter cette vérité fondamentale sur moi-même. Monsieur Philippe semblait mal à l'aise. Ils en ont discuté avec moi plusieurs fois au fil des ans. Ils voulaient vous le dire quand vous seriez assez grande pour comprendre, mais ils avaient peur de vous blesser ou de vous faire sentir différente. Avec le temps, il est devenu de plus en plus difficile de trouver le bon moment. Robert le savait-il officiellement? Pas à ma connaissance. Vos parents voulaient vous le dire à vous d'abord avant que quiconque d'autre dans la famille ne le sache. Si Robert l'a découvert, ce n'était pas intentionnellement de leur part. Est-ce que cela affecte le testament d'une quelconque manière, ai-je demandé, en arrivant à la question cruciale. Robert peut-il le contester au motif que je ne suis pas leur enfant biologique? Monsieur Phillips a secoué fermement la tête. Absolument pas. Votre adoption était légale et complète. Aux yeux de la loi, vous êtes leur fille dans tous les sens du terme. Le testament est inattaquable. Vos parents ont été très clairs sur leur volonté. Soulagé mais toujours troublé, j'ai demandé, et sa prétention d'établir des droits de résidence? C'est une idée fausse courante, a expliqué Monsieur Phillips. Permettre à des membres de la famille de vivre dans une propriété que vous possédez ne leur donne pas automatiquement des droits sur celle-ci. Tant qu'il y avait un accord clair sur la nature temporaire de l'arrangement, ce qui, je crois comprendre, était le cas, vous êtes dans votre droit de le mettre fin. Armé de ces informations, je suis allé à ma banque ensuite. Le coffre-fort contenait des documents importants, y compris l'acte de propriété de la maison, le testament de mes parents, et,
j'ai découvert avec une boule dans la gorge, une enveloppe scellée avec mon nom dessus, de l'écriture de maman. Je l'ai glissée dans mon sac à main, pas encore prête à la lire. De retour à l'hôtel, j'ai appelé Jessica pour lui faire savoir que je resterai à Portland jusqu'à lundi. Je dois gérer cette situation une bonne fois pour toutes, ai-je expliqué. Ça affecte mon travail et ce n'est pas juste pour vous ou pour l'agence. Prends le temps dont tu as besoin, a-t-elle dit, semblant soulagée. Tiens-moi juste au courant. J'ai passé le reste du samedi à formuler mon plan et à consulter Monsieur Phillips sur les étapes légales pour une expulsion formelle si cela s'avérait nécessaire. Le dimanche matin, je me sentais prête, bien que j'ai la boule au ventre. Je suis arrivé à la maison juste après 10 heures, sachant que la famille finissait généralement son petit déjeuner à cette heure-là. La maison avait une apparence nettement différente à la lumière du jour que lors de la fête du vendredi soir. Des bouteilles et des gobelets vides jonchaient encore la cour avant, et un canapé humide et taché que je ne reconnaissais pas était abandonné sur le porche. En utilisant ma clé, je suis entré pour trouver Robert et Tina en train de se disputer dans la cuisine. Les enfants étaient dans le salon, Jackson jouant à un jeu vidéo à plein volume tandis qu'Ashley envoyait des textos sur son téléphone, tous deux inconscients du désordre qui les entourait. Je t'ai dit qu'on devait au moins payer le minimum de la carte de crédit, disait Tina, sa voix acérée par la frustration. Il menace de bloquer le compte. Et je t'ai dit que je m'en occuperai quand je serai payé vendredi, a rétorqué Robert. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je sorte de l'argent de nulle part? Ils se sont tous les deux figés quand ils m'ont remarqué dans l'embrasure de la porte. Robert s'est repris le premier, son expression passant à une décontraction forcée. M'a dit, on ne t'attendait pas avant le week-end prochain. Tu aurais dû appeler. Clairement, ai-je dit, en regardant ostensiblement le désastre autour de nous. La vaisselle s'entassait dans l'évier, les comptoirs étaient collants de boissons renversées, et le sol craquait de débris de snacks sous mes pieds. On a eu quelques amis hier soir, a dit Tina, sans me regarder dans les yeux. J'ai remarqué qu'elle ne portait pas les perles de maman aujourd'hui. On s'apprêtait juste à nettoyer. En fait, j'étais là vendredi soir aussi, ai-je dit doucement. Le visage de Robert a légèrement pâli. Tu étais là? Pourquoi n'as-tu pas dit bonjour? Je pense que tu sais pourquoi. Je suis entré plus loin dans la cuisine, posant mon sac à main sur le comptoir. J'ai entendu votre conversation avec vos amis sur le fait que j'étais adopté, sur vos plans pour contester le testament. Tina a immédiatement regardé Robert, qui a tenté un rire dédaigneux. Tu as mal compris. On plaisantait juste après quelques verres. Ne fais pas ça, ai-je dit, ma voix stable malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Ne me mens plus, Robert. J'ai parlé à Monsieur Phillips hier. Il a confirmé que j'ai été adopté, mais il a aussi confirmé que cela n'a absolument aucune incidence sur la validité du testament. Cette maison est légalement la mienne. M'a dit, écoute, a commencé Robert en changeant de tactique. Même si on a parlé de contester le testament, on était juste frustrés. Tu dois admettre que ce n'est pas vraiment juste que tu aies tout eu juste parce que tu étais la préférée de papa. Il ne s'agit pas de favori, ai-je répondu. Il s'agit de responsabilité. Maman et papa ont pris leur décision en fonction de ce qu'ils pensaient être le mieux pour la propriété familiale. Tina est intervenue, sur un ton défensif. Eh bien, ce n'est pas juste pour les enfants. C'est la maison de leurs grands-parents. Ils ont le droit de grandir ici. Non, ils n'ont pas ce droit, ai-je dit fermement. Ce qu'ils ont, c'est une tante qui était prête à aider leurs parents pendant une période difficile. Une tante dont vous avez parlé dans son dos, dont vous avez endommagé la propriété et dont vous avez traité les souvenirs de famille comme les vôtres. J'ai regardé directement Tina. Comme le collier de perles de maman que tu portais vendredi soir. Elle a rougi mais est restée sur la défensive. Robert a dit que je pouvais la voir. Il me va mieux de toute façon. J'ai pris une profonde inspiration, luttant pour garder mon sang-froid. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang, ce que j'ai apparemment mieux compris que vous, même sans savoir que j'étais adopté. La famille, c'est le respect, l'honnêteté et le respect des limites de chacun. Vous ne m'avez montré aucune de ces choses. J'ai sorti de mon sac à main l'acte de propriété de la maison et je l'ai posé sur la table de la cuisine entre nous. Ceci est l'acte de propriété de cette maison. Il est à mon nom. Selon notre accord initial, il vous reste 3 mois ici. Mais étant donné ce que j'ai découvert,
je modifie ce calendrier. Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Le visage de Robert s'est assombri de colère. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons des droits. En fait, si. Je l'ai déjà confirmé avec Monsieur Phillips. C'était un arrangement temporaire que vous avez violé à plusieurs niveaux. Je suis généreuse en vous donnant 30 jours au lieu d'exiger que vous partiez immédiatement. Et où sommes-nous censés aller, a exigé Tina, en désignant le salon où les enfants restaient absorbés par leurs appareils. Tu mettrais ta propre nièce et ton neveu à la rue. N'essaie pas de me manipuler, ai-je dit calmement. Vous avez les 20 000 $ du testament, en supposant que vous ne les ayez pas déjà tous dépensés. C'est suffisant pour une caution et un premier mois de loyer pour un appartement. Vous aviez un logement avant de déménager ici et vous en trouverez un autre maintenant. L'expression de Robert est passée de la colère à la panique en réalisant que j'étais sérieuse. M'a dit, allons. On est de la famille. Tu ne peux pas nous jeter dehors. C'est intéressant venant de quelqu'un qui a dit il y a 2 jours que je n'étais pas de la vraie famille. J'ai repris l'acte de propriété et l'ai remis dans mon sac. Je serai de retour le week-end prochain avec les papiers d'expulsion officiels. Je vous suggère de commencer à faire vos cartons et à chercher un nouvel endroit immédiatement. C'est à propos de cette histoire d'adoption, n'est-ce pas, a dit Robert, sa voix s'élevant. Tu nous punis parce que tu es blessé que maman et papa ne te l'aient pas dit. Ce n'est pas de notre faute. Non, ce n'est pas à propos de ça, ai-je répondu, en gardant mon calme. C'est à propos du fait que tu as essayé d'utiliser cette information pour me délégitimer et prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est à propos du manque de respect que vous avez montré envers cette maison et la mémoire de nos parents. Tina a commencé à pleurer, bien que la performance semblait calculée. Pense aux enfants, Méline. Ils adorent être ici. Ils ont enfin de la stabilité. Ils avaient de la stabilité avant et ils l'auront à nouveau, ai-je dit, insensible à cette démonstration. Cette responsabilité incombe à leurs parents, pas à moi. Je me suis retourné pour partir, mais Robert m'a attrapé le bras. Tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas faire. J'ai regardé sa main jusqu'à ce qu'il me lâche. Ce n'est pas négociable. 30 jours, Robert. Et si la maison n'est pas dans le même état que lorsque vous avez emménagé, je déduirai les frais de réparation de tout ce qui reste de l'héritage. En sortant, j'ai entendu Tina fondre en véritables larmes et Robert donner un coup de pied dans une chaise de cuisine de frustration. Les enfants ont brièvement levé les yeux alors que je traversais le salon. Jackson m'a fait un petit signe de la main que je lui ai rendu avec un sourire triste. Une fois dans ma voiture, je me suis permis de trembler, l'adrénaline de la confrontation m'envahissant. Je l'avais fait. J'avais tenu tête à Robert et récupéré ce qui m'appartenait de droit. Mais la victoire semblait creuse face au poids de tout ce que j'avais perdu. Le frère que je pensais avoir, les parents à qui je ne pourrais jamais poser de questions sur mon adoption, et la simple compréhension de ma place dans le monde qui avait été brisée en un seul week-end. En retournant à Seattle cet après-midi-là, je me suis enfin senti prête à ouvrir l'enveloppe de mon coffre-fort. À une heure de repos le long de l'île 5, j'ai soigneusement brisé le sceau et déplié une lettre écrite de la main soignée de maman. Ma très chère Méline, commençait-elle, si tu lis ceci, cela signifie que nous n'avons jamais trouvé le bon moment pour te dire ce que nous aurions dû partager il y a longtemps. Tu es entré dans nos vies alors que tu n'étais qu'un tout petit bébé. Pas par mon corps, mais par nos cœurs. Les larmes brouillaient ma vision alors que je lisais leur explication, leur crainte de me le dire, et surtout, leur certitude absolue que j'étais destiné à être leur fille. Ne doute jamais un seul instant que tu es la nôtre, avait écrit maman. Et que nous sommes les tiens de toutes les manières qui comptent vraiment. J'ai fait le reste du trajet jusqu'à Seattle avec la lettre sur le siège passager à côté de moi, un rappel tangible que la famille est définie par l'amour, pas par la biologie. Une vérité que Robert, malgré tous ses liens biologiques, n'avait jamais comprise. L'effondrement émotionnel que j'avais contenu a finalement eu lieu une fois que je suis arrivé en sécurité dans mon condo de Seattle. Je suis resté assise dans ma voiture garée dans le garage souterrain pendant près d'1 heure, sanglotant jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et mes yeux gonflés. Il ne s'agissait pas seulement de la trahison de Robert ou de la révélation de l'adoption, mais de l'aboutissement de tout, la perte de mes 2 parents en moins d'1 an, le stress de gérer la maison à distance, et maintenant cette fracture finale de la famille qui me restait. Quand je suis finalement monté, j'ai appelé Stéphanie. Je l'ai fait, lui ai-je dit, la voix rauque. Je leur ai dit qu'ils avaient 30 jours pour partir.
Je suis fier de toi, a-t-elle dit. Ça n'a pas dû être facile. Non, mais c'est fait. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté. J'ai lu la lettre de maman sur mon adoption. Et ils m'aimaient, Steph. Ils m'aimaient vraiment. Ils avaient peur que me le dire me fasse me sentir moins leur fille. Ce qui est exactement ce que Robert a essayé d'utiliser contre toi, a observé Stéphanie. Tes parents le connaissaient mieux que tu ne le penses. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Bennett, une thérapeute que j'avais brièvement vue après la mort de papa. Elle a accepté de me recevoir cet après-midi-là, et j'ai passé près de 2 heures dans son bureau à démêler les émotions complexes entourant la découverte de mon adoption. Il est normal de ressentir une sorte de perturbation identitaire, m'a-t-elle assuré. Découvrir que l'on est adopté à l'âge adulte peut être particulièrement difficile car on a déjà formé son sens de soi autour de certaines hypothèses. Je n'arrête pas de me demander qui étaient mes parents biologiques, ai-je admis. Si j'ai des frères et sœurs biologiques quelque part. C'est une curiosité naturelle, a dit le docteur Bennett. Voudriez-vous essayer de les retrouver? J'ai réfléchi à cela. Je pense que je le voudrais, un jour. Pas pour remplacer mes parents. Ils seront toujours maman et papa pour moi. Mais pour comprendre mon histoire complète. Nous avons discuté de la manière dont je pourrais commencer cette recherche quand je serai prête, ainsi que de moyens plus sains de gérer ma colère envers Robert. Je suis parti en me sentant un peu plus ancré, avec le projet de continuer des séances hebdomadaires. De retour au travail, je me suis forcé à me concentrer sur mes clients et mes annonces, reconnaissante de la distraction. Jessica a noté le changement dans mon comportement lors de notre réunion d'équipe. Tu sembles plus présente aujourd'hui, a-t-elle commenté par la suite. J'en déduis que tu as résolu la situation avec ton frère. En cours, ai-je répondu, mais j'ai fixé des limites claires maintenant. Bien. La présentation de l'annonce des Simpsons est la semaine prochaine et j'aimerais que tu la diriges. Je me suis plongé dans la préparation de la présentation, travaillant tard le soir pour créer le discours parfait pour cette propriété de plusieurs millions de dollars. Le travail occupait mon esprit pendant la journée, mais les nuits étaient plus difficiles. Je me surprenais à regarder de vieilles photos de famille, cherchant des indices que j'aurais pu manquer, des signes que je n'étais pas biologiquement lié aux personnes qui m'avaient élevé. Un soir, en fouillant dans une boîte de souvenirs que j'avais ramenée de Portland, j'ai trouvé une pile de lettres attachées avec un ruban délavé. C'étaient des lettres de maman à papa pendant une brève période où ils vivaient séparément alors qu'ils travaillaient sur un projet de construction dans un autre état. Dans l'une d'elles, datée d'environ 1 an avant ma naissance, elle parlait de leurs difficultés avec l'infertilité et de son désir d'avoir un enfant. Le médecin dit qu'il y a peu d'espoir, avait-elle écrit. Mais je rêve de notre bébé chaque nuit. D'une manière ou d'une autre, je sais que nous serons parents. Le bon enfant nous trouvera. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, des larmes coulant sur mon visage. Ils m'avaient voulu si désespérément, m'avaient choisi, avaient construit leur vie autour de l'amélioration de la mienne. Comment Robert pouvait-il ne pas voir la beauté de cela? En parlant de Robert, sa réaction à mon ultimatum a été, comme on pouvait s'y attendre, chaotique. Le lendemain de notre confrontation, il a commencé une campagne de harcèlement par SMS, alternant entre accusations colériques et supplications pitoyables. Tu détruis cette famille par dépit, disait un message. Maman et papa auraient honte de toi. Quelques heures plus tard, s'il te plaît, reconsidère, m'a dit. Les enfants sont dévastés. Où sommes-nous censés aller avec un préavis si court? Je n'ai répondu à aucun de ces messages, suivant le conseil du docteur Bennett de maintenir des limites fermes. Robert a intensifié la situation en publiant des références vagues à la situation sur les réseaux sociaux, se présentant comme une victime de trahison familiale. Plusieurs parents éloignés et connaissances communes m'ont contacté, préoccupés par ces affirmations selon lesquelles j'expulsais des enfants de la maison de leurs grands-parents. Ce n'est pas toute l'histoire, était tout ce que je disais quand on me le demandait. C'est une affaire de famille privée. Les parents de Tina m'ont appelé directement, leur numéro s'affichant sur mon téléphone un soir, une semaine après la confrontation. Méline, c'est Richard Monroe, le père de Tina, a dit une voix bourrue quand j'ai répondu. Je comprends que vous mettez mes petits-enfants à la rue. Monsieur Monroe, avec tout le respect que je vous dois, je ne discute pas de cela avec la famille élargie, ai-je répondu fermement. Robert et Tina savent depuis des mois que l'arrangement était temporaire. Eh bien, ils n'ont nulle part où aller, a-t-il insisté.
Ne pouvez-vous pas leur donner plus de temps? 6 mois au moins. Ils ont déjà eu 3 mois pour économiser et planifier, ai-je souligné. Et ils ont l'argent de l'héritage de mes parents. Je suis désolé, mais ma décision est définitive. Après plusieurs autres appels de ce genre, j'ai commencé à bloquer des numéros et à restreindre mes comptes de médias sociaux. Je me sentais terriblement mal pour les enfants pris au milieu, mais je me suis rappelé que leur bien-être était la responsabilité de leurs parents, pas la mienne. Le gestionnaire immobilier que j'avais engagé pour superviser le processus d'expulsion formelle m'a appelé avec des nouvelles inquiétantes au milieu de la période de 30 jours. Madame Ellis, j'ai visité la propriété hier pour livrer l'avis écrit comme l'exige la loi. Je dois vous informer qu'il semble y avoir des dommages intentionnels. Quel genre de dommages, ai-je demandé, l'estomac noué. Rien de structurel, mais on dirait que quelqu'un a été délibérément négligent. Il y a de nouvelles taches sur les moquettes, des rayures sur les parquets, et quelques petits trous dans les murs qui n'étaient pas là lors de mon inspection initiale il y a 3 semaines. J'ai fermé les yeux, essayant de contenir ma colère. Documentez tout avec des photos, s'il vous plaît. Nous réglerons ça quand ils seront partis. Il y a autre chose, a-t-il ajouté avec hésitation. Monsieur Ellis dit au voisin qu'il a l'intention de contester l'expulsion au tribunal. Il invoque des droits de résidence établis et un préavis inapproprié. Bien que Monsieur Phillips m'ait assuré que ces affirmations n'avaient aucun fondement juridique, la menace d'une bataille judiciaire a ajouté une autre couche de stress. J'ai commencé à douter de ma décision. Étais-je trop dur? Aurais-je dû leur donner plus de temps? Est-ce que je laissais mes sentiments blessés à propos de la révélation de l'adoption obscurcir mon jugement? J'ai appelé Stéphanie dans un moment de faiblesse. Peut-être que je devrais juste leur vendre la maison à un prix réduit, ai-je suggéré. Alors je n'aurais plus à gérer tout ça. Absolument pas, a-t-elle dit fermement. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils te manipulent depuis le début. M'a dit, tiens bon. Une source de soutien surprenante est venue d'Hélène Wilson, la meilleure amie de ma mère, qui a appelé après avoir entendu parler de la situation par des voisins. Ta mère serait horrifiée par le comportement de Robert, m'a-t-elle dit. Elle s'est toujours inquiétée de son sentiment que tout lui était dû. Vous a-t-elle déjà mentionné que j'avais été adopté, ai-je demandé avec hésitation. Oui, ma chérie, elle l'a fait, a admis Hélène. C'était un de ses plus profonds regrets de ne vous l'avoir jamais dit. Ils l'ont prévu tant de fois, mais votre père avait particulièrement peur que ça vous blesse. Robert le savait-il? Pas de la part de vos parents, a-t-elle dit. Mais il y a eu un incident quand il avait environ 14 ans. Il cherchait son acte de naissance dans le bureau de votre père et a trouvé vos papiers d'adoption. Votre mère l'a surpris et lui a fait promettre de ne rien dire jusqu'à ce qu'ils aient la chance de vous le dire eux-mêmes. Donc, il le sait depuis qu'il a 14 ans et n'a jamais rien dit, ai-je songé. Une nouvelle dimension de trahison m'envahissant. Je soupçonne qu'il aimait avoir ce pouvoir secret, a dit tristement Hélène. Robert a toujours été un peu jaloux de l'attention que vos parents vous portaient. À l'approche de la date d'expulsion, mon anxiété a augmenté. J'ai pris congé de mon travail pour être à Portland le dernier jour, ce que Jessica a étonnamment bien soutenu une fois que je lui ai expliqué toute la situation. Les affaires de famille doivent être gérées de manière décisive, a-t-elle dit. Fais-le pour que tu puisses avancer. Robert a fait une dernière tentative pour retarder le processus en déposant une requête d'urgence auprès du tribunal, invoquant un préavis insuffisant et des difficultés. Monsieur Phillips m'a représenté à l'audience, et le juge a rapidement statué en ma faveur, notant la nature clairement temporaire de l'accord initial et le préavis légal approprié fourni. Le shérif devait faire appliquer l'expulsion si nécessaire, bien que j'espérais que cela n'en arriverait pas là. Quoi qu'il en soit, en moins d'une semaine, la maison serait de nouveau à moi, et ce chapitre douloureux pourrait commencer à se clore. Le matin de l'expulsion, je me suis garé un peu plus loin dans la rue, le cœur battant à la vue des camions de déménagement dans l'allée. Robert avait finalement accepté l'inévitable, semblait-il. Le gestionnaire immobilier, David, m'a rejointe à ma voiture. Ils ont presque fini de charger, a-t-il rapporté. Le shérif est là par précaution, mais jusqu'à présent, tout se déroule sans incident. J'ai hoché la tête, soulagé, mais toujours inquiète. Je vais attendre qu'il soit parti avant d'entrer. Pendant les 2 heures suivantes, je suis resté assise dans ma voiture, regardant la famille de mon frère enlever les dernières traces d'eux-mêmes de la maison de nos parents. Ashley et Jackson semblaient abattus,
portant de petites boîtes vers une voiture séparée garée dans la rue. Tina se déplaçait efficacement, dirigeant les déménageurs, tandis que Robert se tenait dans l'allée, l'air perdu et lançant parfois des regards furieux en direction de ma voiture. Quand les camions ont été chargés et que la famille s'est rassemblée pour une dernière vérification, je me suis armé de courage et je me suis approché. Le shérif s'est rapproché, alerte à un conflit potentiel. Alors c'est tout, a dit Robert alors que j'approchais. Tu as gagné. Heureuse maintenant? Il ne s'agissait jamais de gagner, Robert, ai-je répondu tranquillement. Il s'agissait de respecter les volontés de nos parents et l'accord que nous avions conclu. Tina ne voulait pas me regarder, gardant un bras autour de chaque enfant. Ashley, toujours perspicace, s'est détachée et est venue me faire un câlin maladroit. Je suis désolé pour le trou dans le mur de ma chambre, a-t-elle murmuré. Jackson a jeté une manette pendant un jeu et papa a dit de ne pas te le dire. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur brisé pour ces participants innocents à des conflits d'adultes. Ce n'est pas grave. Prends soin de toi, H. Jackson a fait un signe de la main depuis le côté de sa mère, mais ne s'est pas approché. Robert a finalement repris la parole, la voix tendue. Où sommes-nous censés aller maintenant? Es-tu satisfaite de savoir que la famille de ton frère doit tout recommencer à zéro? Vous ne repartez pas de zéro, Robert, ai-je dit d'un ton égal. Vous aviez l'héritage, 3 mois de logement gratuit, et un avertissement suffisant. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, mais vos choix nous ont menés ici. Il a ri amèrement. C'est ça. Blâme-moi. La parfaite Méline ne fait jamais rien de mal. Je suis loin d'être parfaite, ai-je admis. Mais j'en ai fini d'être manipulé par toi. J'espère que tu trouveras un bon endroit pour ta famille. N'ayant plus rien à dire, ils sont partis en voiture, le shérif les suivant pour s'assurer qu'ils quittaient bien la propriété. David m'a donné les nouvelles clés. J'avais fait changer les serrures par précaution et il m'a laissé seul pour affronter ce qui m'attendait à l'intérieur. Les dégâts étaient pires que ce que j'avais prévu. Au-delà de l'usure normale d'une vie de famille, il y avait des signes de négligence délibérée et de vandalisme mesquin, des brûlures de cigarettes sur les comptoirs de la cuisine, une longue rayure sur le mur du couloir qui semblait avoir été faite par une clé. Des dégâts des eaux dans la salle de bain où une fuite avait clairement été laissée sans réparation pendant des semaines. J'ai parcouru les pièces méthodiquement, photographiant tout pour les assurances et prenant des notes sur les réparations nécessaires. Dans la chambre d'Ashley, j'ai trouvé le trou qu'elle avait mentionné, mal dissimulé derrière un poster. Dans la chambre de Jackson, la moquette avait une grande tache d'eau de javel qui n'était pas là lors de ma dernière visite. La chambre principale, la chambre de mes parents, avait été laissée dans le pire état. Les tiroirs pendaient ouverts, vides, à l'exception de papiers jetés et de vieux reçus. Les portes du placard étaient sorties de leur gonds, et quelque chose de sombre avait été renversé sur la moquette à côté du lit. Je me suis assise sur le bord du matelas nu, dépassé par la tâche à accomplir et la méchanceté évidente dans l'état de la maison. Mais en regardant autour de moi, j'ai remarqué quelque chose de caché sous le radiateur, une boîte en bois familière qui avait toujours été sur la commode de mon père. Je l'ai récupérée, surprise par son poids, et je l'ai ouverte pour trouver une collection de photos de famille et de souvenirs que Robert avait apparemment cachés plutôt que d'emballer dans le déménagement. Parmi eux, il y avait une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Mes parents me tenant dans leurs bras, bébé, debout devant ce qui semblait être un palais de justice. Le jour de mon adoption, ai-je réalisé, les larmes me montant aux yeux. Ils semblaient rayonnants de joie, maman me regardant avec un amour si grand qu'il m'a coupé le souffle. J'ai pressé la photo contre mon cœur, reconnaissante d'avoir trouvé cette preuve tangible de leur choix de faire de moi leur fille. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai partagé mon temps entre Seattle et Portland, supervisant les réparations de la maison et triant ce qui restait des affaires de mes parents. Chaque pièce contenait des souvenirs, certains douloureux maintenant à la lumière des événements récents, mais beaucoup encore chaleureux et réconfortants. En nettoyant et en organisant, j'ai pris une décision concernant la propriété. Malgré mon plan initial de la vendre, j'ai réalisé que je n'étais pas prête à me séparer de ce dernier lien avec mes parents. Au lieu de cela, je la louerais temporairement pendant que j'envisagerais des options à plus long terme. Plus surprenant encore, je me suis surprise à penser aux enfants de Robert. Quels que soient les défauts de leurs parents, Ashley et Jackson étaient innocents, et ils étaient toujours ma nièce et mon neveu. Après mûre réflexion et consultation avec Monsieur Phillips, j'ai décidé d'utiliser une partie de mon héritage pour créer des fonds d'études pour les 2 enfants.
J'aimerais que cela soit fait anonymement, ai-je expliqué à Monsieur Phillips. Je ne veux pas que Robert sache que l'argent vient de moi. C'est très généreux, Méline, a-t-il dit. Êtes-vous sûr? Après tout ce qui s'est passé. J'en suis sûr. Les enfants ne devraient pas souffrir des erreurs de leurs parents. Les réparations de la maison étant en cours et les plans de location en mouvement, je suis retourné à Seattle, prête à me concentrer sur ma carrière et mon développement personnel. Jessica était satisfaite de mon engagement renouvelé au travail, et l'annonce des Simpsons qui m'avait inquiété s'est transformée en l'une de nos ventes les plus réussies du trimestre. Quoi que tu aies fait à Portland, a-t-elle commenté après la clôture, cela semble t'avoir donné un nouvel avantage. Tu es plus affirmé avec les clients, dans le bon sens du terme. Elle avait raison. Tenir tête à Robert avait changé quelque chose de fondamental dans ma façon d'aborder les conflits. La peur de la confrontation qui m'avait poussé à accepter ses excuses pendant si longtemps avait diminué, remplacée par un sens plus clair de mes propres limites. Cette nouvelle confiance s'est étendue à mon parcours personnel également. Avec les conseils du docteur Bennett, j'ai commencé à faire des recherches sur mon adoption et mes origines biologiques. Le processus était lent et souvent frustrant, compliqué par la nature privée de l'adoption et les années qui s'étaient écoulées. Mais chaque petite découverte m'a aidé à construire une image plus complète de moi-même. 6 mois après l'expulsion, j'ai reçu un SMS inattendu de Robert. On peut parler? Était tout ce qu'il disait. J'ai envisagé de l'ignorer, mais après en avoir discuté avec le docteur Bennett, j'ai accepté de le rencontrer dans un café à mi-chemin entre Portland et Seattle. Il avait l'air plus mince à son arrivée, avec de nouvelles rides autour des yeux qui témoignaient de mois difficiles. Comment vas-tu? Ai-je demandé, en gardant un ton neutre. On gère, a-t-il répondu. On a trouvé un appartement à Beaverton. C'est petit, mais ça va pour l'instant. Les enfants s'adaptent. Et Tina? Il a baissé les yeux sur son café. Elle est partie le mois dernier. Elle a dit qu'elle ne supportait pas la réduction de notre train de vie. Elle reste chez ses parents pendant qu'on règle les choses. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Je suis désolé d'apprendre ça. Ouais, eh bien. Il a haussé les épaules. Il s'avère qu'elle était surtout intéressée par le style de vie que je pensais pouvoir lui offrir. Une fois que c'était parti, il n'a pas terminé, puis m'a regardé directement pour la première fois. Je te dois des excuses, m'a dit. Ce que j'ai dit sur le fait que tu n'étais pas de la vraie famille était cruel et faux. J'étais désespéré et je me suis déchaîné. J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation à laquelle je m'étais habitué, mais son expression semblait sincèrement pleine de remords. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'adoption, ai-je demandé. Toutes ces années, tu le savais et tu me l'as caché. Au début, parce que maman m'a fait promettre, a-t-il admis. Plus tard, je suppose que c'est devenu une sorte de pouvoir. Quelque chose que je savais et que tu ne savais pas. C'était mesquin et puéril. Oui, ça l'était, ai-je convenu. Et l'utiliser contre moi quand tu pensais que ça pourrait t'aider à prendre la maison était pire que puéril. Il a hoché la tête, acceptant le reproche. Je sais. Je ne peux pas annuler ça. Mais j'essaie de faire mieux, pour les enfants au moins. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, abordant des sujets douloureux, mais nous souvenant aussi des bons moments avec nos parents. Il n'y a pas eu de réconciliation spectaculaire, pas d'étreinte larmoyante ni de promesse de repartir à zéro. Au lieu de cela, nous avons conclu une trêve fragile, convenant d'un contact limité, centré principalement sur les enfants. Ashley demande de tes nouvelles, a-t-il dit alors que nous nous préparions à partir. Elle veut savoir si elle peut t'appeler parfois. J'aimerais bien, ai-je dit sincèrement. Ils sont toujours ma nièce et mon neveu. Merci, a-t-il répondu, de ne pas les avoir coupés de ta vie à cause de moi. De retour à Seattle, j'ai continué le processus de reconstruction de ma vie. J'ai rénové mon condo, créant un espace qui me ressemblait vraiment pour la première fois. J'ai rejoint un groupe de soutien pour adultes adoptés, trouvant du réconfort dans les expériences et les défis partagés. Et lentement, j'ai recommencé à sortir, ne mettant plus ma vie personnelle en attente pour des crises familiales. Un soir, alors que j'étais assise sur mon balcon à regarder le coucher de soleil sur la baie d'Eliot, j'ai rouvert la lettre de maman. Je l'avais lue d'innombrables fois dans les mois qui ont suivi sa découverte, mais maintenant, des lignes différentes me sautaient aux yeux. La famille ne se résume pas au sang ou aux actes de naissance, avait-elle écrit.
C'est qui se tient à tes côtés dans les moments difficiles, qui célèbre tes joies et réconforte tes peines. C'est une question d'amour, pas de génétique. J'ai pensé à la façon dont j'avais découvert la vérité de ces mots par leur absence dans le comportement de Robert et leur présence dans le soutien d'amis comme Stéphanie. J'ai pensé à la force que j'avais trouvée en me défendant et à la paix qui découlait de la fixation de limites claires. Surtout, j'ai pensé à la famille que je pourrais créer un jour, par la naissance, l'adoption, ou simplement par les liens étroits de relations choisies, et aux valeurs que je transmettrais de la part des parents qui m'avaient choisi et m'avaient aimé complètement. Le voyage de la découverte n'était pas terminé. Il y aurait d'autres questions, d'autres recherches, d'autres traitements d'émotions complexes. Mais assise là, avec la skyline de Seattle brillant d'un éclat doré dans la lumière déclinante, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance à moi-même qu'aucune révélation ni trahison ne pourrait ébranler. Avez-vous déjà dû tenir tête à un membre de votre famille qui a trahi votre confiance? Comment avez-vous trouvé la force de fixer des limites tout en honorant l'importance des liens familiaux? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la navigation des dynamiques familiales complexes et la recherche de la force personnelle à travers les moments difficiles. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que la vraie famille est définie par l'amour et le respect, pas par le sang ou des documents légaux.